Monsieur Barbieri, vous êtes maire de Nolay depuis combien de temps? Depuis 1989. C'est-à-dire depuis 2 mandats. Et avant? Avant, j'étais conseiller municipal, j'étais adjoint, j'ai été conseiller municipal depuis 1965. Je suis arrivé à Nolay en 1964, mais j'étais surtout principal de collège avant d'être maire. Et c'est parce que j'arrivais à la fin de ma carrière en 1989 que j'ai pu me permettre de remplir les 2 fonctions. Et pour revenir un tout petit peu en arrière, qu'est-ce qui vous a décidé à devenir conseiller municipal? Il y avait un peu le hasard et puis un petit peu l'hérédité, si vous voulez, puisque il s'est trouvé que mon père était conseiller municipal, était adjoint au maire de Saulieu, donc j'ai vécu la vie municipale un peu de l'intérieur. Et puis, je crois que la fonction d'enseignant mène assez naturellement à des fonctions qui nous amènent à nous occuper des autres, soit dans des associations, soit dans des collectivités locales. Et puis, le hasard, c'est que quand je suis arrivé à Nolay en 1964, le maire de l'époque m'a dit que mon prédécesseur était conseiller municipal et que par conséquent, il lui paraissait normal que je sois également conseiller municipal. Comme je pensais aussi que le meilleur moyen de montrer au conseiller municipal qu'il fallait s'occuper de l'école, c'était de faire partie du conseil municipal, toutes ces petites raisons m'ont amené à dire oui en 1965. Puis ensuite, une fois qu'on est dedans, c'est un petit peu comme la potion magique, on a un peu de mal à s'en sortir. Mais faut-il s'en sortir? C'est pas si sûr. Et après, le facteur déclencheur, alors, qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez dit, voilà, maintenant, j'ai un projet pour la commune, je veux être maire? Il y avait plusieurs facteurs. Premier facteur, j'avais une expérience de la vie municipale. Et il me semble, à l'heure actuelle, que pour des communes importantes et même des communes moins importantes, l'expérience de la vie municipale est nécessaire. C'est-à-dire, moi, je conseille vivement aux gens d'être d'abord conseiller municipal avant d'être maire. Autre facteur déclenchant, j'avais un certain nombre de projets que je ne pouvais pas forcément faire passer auprès de la majorité du conseil municipal de l'époque. Et il me paraissait normal d'avoir envie de les gérer moi-même à partir du moment où ceux qui voulaient continuer à gérer la commune ne souhaitaient pas gérer les projets que j'avais. Donc ça, c'est un projet politique, c'est vrai qu'à un moment, on se dit, c'est à nous. Et quand j'ai posé la question à mon prédécesseur de savoir si on regardait ça de près, il m'a dit, je continue. Et moi, je me suis dit, il faut peut-être que ça se passe un peu différemment. Donc voilà, il y a eu un petit affrontement à ce moment-là. Ça a été aussi sans doute un facteur déclenchant. Quand vous ne pouvez pas mettre en place la totalité des projets que vous souhaitez mettre en place, vous avez peut-être envie de les gérer vous-même, avec une autre équipe, qui les acceptera. Alors qu'est-ce que c'est qu'être maire d'une commune comme Nolay? Alors être maire d'une commune comme Nolay, c'est déjà se dire que c'est un travail qui sera permanent, parce qu'on est responsable de l'activité de sa commune environ 24 heures sur 24. C'est être présent physiquement dans sa commune, à mon avis, c'est être à l'écoute des gens et des faits, et puis c'est aussi et surtout animer une équipe municipale, c'est-à-dire une équipe d'élus, et puis animer aussi une équipe d'agents administratifs, techniques, etc. Alors c'est aussi bien sûr avoir des projets, c'est les mener à bien, c'est avoir des contacts avec l'administration, c'est préparer les projets, c'est préparer les réunions, c'est préparer les comptes rendus, c'est travailler énormément. Donc c'est un travail à plein temps? C'est un travail à plein temps au niveau intellectuel, j'ai envie de dire, et au niveau de la réflexion. Ce n'est pas un travail à plein temps au niveau physique. Il faut sans doute même éviter les travers dans lesquels on tombe facilement et dans lesquels je suis tombé aussi, c'est-à-dire d'être trop présent à la mairie, parce que sinon, les agents n'ont plus vraiment de raison d'être présents, et les autres conseillers municipaux également. Donc je crois qu'il faut savoir ne pas être tout le temps présent physiquement. Mais intellectuellement, c'est vrai que c'est une préoccupation constante. Comme tous les métiers à responsabilité, je crois. Mais ce n'est pas plus fatigant qu'un autre métier. Alors, pourquoi c'est si intéressant? Qu'est-ce que ça apporte ou que ça rapporte? Alors, si on dit qu'est-ce que ça rapporte, on pense évidemment immédiatement à l'argent. C'est vrai qu'on touche une indemnité qui est encadrée de façon un peu stupide, puisqu'elle est fixée au niveau des maxima, mais il n'y a pas de minimum, ce qui veut dire que si le conseil municipal décide de ne pas attribuer d'indemnité, il n'en attribue pas. Donc au niveau de ce que cela rapporte financièrement, il y a une indemnité qui doit compenser les frais qu'on peut avoir et pas plus.
Par contre, qu'est-ce que ça apporte? C'est à mon avis un petit peu indéfinissable, parce que je crois que intellectuellement, ça apporte beaucoup, mais de façon, comme je dis, un petit peu indéfinissable, parce qu'on ne sait pas ce qu'il en reste. Quand on parle de quelque chose qui rapporte, on regarde un petit peu ce qui reste au niveau des bénéfices. Et là, je ne sais pas quel est le bénéfice. Par contre, ce que cela apporte, je crois que ça apporte une certaine jeunesse d'esprit, de toute façon, ça on n'y échappe pas. Vous ne pouvez pas vieillir dans une fonction comme ça, même si vous vieillissez physiquement. Et puis d'autre part, cela apporte tous les contacts, tout le plaisir du contact, toute l'importance du contact. Je crois que ça, c'est important. Mais est-ce qu'on peut dire que cela apporte quelque chose ou que ça rapporte quelque chose? J'en suis pas si sûr. Alors, aujourd'hui, quels sont les grands sujets qui préoccupent un maire d'une commune comme Nolay? Oh, je crois que comme tous les maires de ce pays, la préoccupation essentielle maintenant est de définir la responsabilité effective du maire, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'on est responsable de tout, on est coupable de tout, évidemment, s'il se passe quelque chose d'important, et puis on est garant de tout. Donc ça, c'est déjà une des premières énormes activités. Une des premières activités, pardon. Deuxième activité d'un maire, c'est de se préoccuper du bien-être de ses citoyens au quotidien. C'est-à-dire ne jamais oublier, quand on a des projets, que l'essentiel pour les administrés, c'est quand même la vie de chaque jour. Donc on a un quotidien à gérer de façon importante. Et puis troisième grande préoccupation d'un maire, c'est l'avenir. C'est-à-dire, doit-on travailler seul? Doit-on travailler en intercommunalité? Doit-on travailler avec les voisins immédiats ou doit-on travailler avec un pays plus important? C'est une réflexion qui est menée à l'échelon national. Et ça, c'est une réflexion à laquelle un maire ne doit pas échapper. Ce sera le grand chantier, à mon avis, du XXIe siècle en ce qui concerne les communes et notamment les communes de notre dimension. Autre préoccupation importante pour le maire rural, c'est la ruralité. Moi, je suis un de ceux qui disent que la ruralité est extrêmement importante et qu'il faut que les gens de ce pays se préoccupent du maintien d'une vie à la campagne extrêmement importante. Voilà. Donc le quotidien, le présent, le futur proche et le futur éloigné doivent être les trois préoccupations d'un maire. Sans se préoccuper trop du passé, parce que le passé ne peut gérer que l'expérience finalement. Justement, le quotidien et l'avenir, là, il y a antinomie, si on peut dire. Gérer le quotidien, c'est... Non, je ne crois pas. Je crois que le quotidien, c'est l'habitant, si vous voulez, c'est-à-dire la vie locale. Mais l'habitant, justement, les projets à long terme qui vont être plus importants des fois que le quotidien immédiat, ça, il ne le voit pas. Donc comment on fait pour faire... L'habitant, il est souvent, et ce n'est pas péjoratif, plus préoccupé par le trou qu'il y a sur son trottoir que par l'avenir lointain du pays, surtout si c'est une personne déjà un petit peu âgée. Donc il faut, pour lui faire admettre que des grands projets qui vont être beaucoup plus coûteux que le quotidien souvent puissent être mis en place, il faut aussi gérer le quotidien. Il ne faut pas oublier le quotidien, je crois. Mais ça n'empêche pas d'amener tout doucement les habitants à penser à l'avenir de leur commune. Parce que je crois qu'une commune de notre dimension qui ne pense pas à son avenir est appelée à perdre beaucoup de son intérêt. Et vous, quand vous êtes devenu maire, vous êtes venu avec un projet, avec une équipe, vous aviez une vision précise de ce que vous aviez envie de faire? Absolument, absolument. Quand on a commencé, en 1989, on avait non seulement une équipe, et on a eu la chance d'ailleurs qu'elle soit élue entièrement, donc les 19 conseillers que j'avais présentés, y compris moi, ont été élus en 2 tours, mais on avait aussi un programme extrêmement précis. Et notre fierté, c'est précisément que ce programme ait été entièrement réalisé entre 1989 et 1995. Nous avons pu présenter en 1995 un bilan qui correspondait au projet que nous avions présenté aux électeurs en 1989. Ça me paraît extrêmement important pour un maire. On doit tenir les promesses. Il vaut mieux en faire moins, être sûr de pouvoir les tenir. Et puis si un certain nombre de promesses ne sont pas tenues, et ça peut arriver, avoir au moins les explications à fournir à la population en expliquant le retard ou les motifs de la non-réalisation. Alors pourquoi vous êtes représenté une deuxième fois? Alors pourquoi on s'est... Un nouveau projet c'est à mon avis également une bonne question, comme des gens plus importants que moi savent dire. Premièrement parce que les projets que nous avions dans notre tête, même s'ils n'avaient pas tous été exprimés en 1989, n'étaient pas entièrement réalisés.
Et il y avait donc une continuité à maintenir. Deuxièmement, c'est parce que le travail qui avait été fourni par cette équipe était tellement important et agréable que c'était un garant pour l'avenir et qu'il fallait continuer ensemble. Et troisièmement, parce qu'on m'a demandé de continuer avec une partie de l'équipe élue en 1989 et soutenue par la partie qui avait choisi de s'arrêter en 1995. Donc il y avait une continuité à assurer. Et puis peut-être aussi, on va faire un petit peu de politique, parce que les adversaires qui se présentaient contre nous en 1900, ou qui souhaitaient se présenter contre nous en 1995, avaient des projets qui ne nous convenaient pas. Donc autant réaliser ses propres projets que de soutenir des projets qui ne conviennent pas, ou de laisser passer des projets qui ne conviennent pas. C'est sûr que la notion d'équipe est importante. Je crois que je n'aurais pas pu réaliser ce que nous avons réalisé entre 89 et 95 et même maintenant sans qu'il y ait autour de moi une équipe importante, motivée et convaincue que nos projets étaient les meilleurs. Voilà aussi, oui. Un maire, il a besoin d'une équipe, il y a des conseillers autour. Non, un maire n'a pas besoin d'équipe. On en a au moins un bon exemple en Côte d'Or d'une commune où il fonctionne pratiquement seul, en disant aux gens, c'est à prendre ou à laisser, en mettant des réunions un matin à 8 heures, par exemple, ou des choses comme ça. Moi, je n'ai pas cette notion-là, mais ça, c'est mes origines enseignantes, à mon avis, qui m'ont donné cette envie de travailler en équipe. Ce qui ne veut pas dire que j'aimerais pas de temps en temps réaliser seul un certain nombre de mes idées parce que ça va plus vite, puis parce que j'y crois beaucoup. Mais je crois que la notion d'équipe est très importante. D'abord, elle met des barrières à au dérapage qu'on pourrait avoir envie de faire. Et puis d'autre part, il est important qu'un certain nombre de personnes, le plus important possible d'ailleurs, puissent réfléchir à une action, parce que je crois que dans plusieurs têtes, il y a plus d'idées que dans une seule. Par contre, c'est vrai qu'on perd du temps. Et on a dans l'équipe municipale des gens qui sont des chefs d'entreprise, qui aimeraient bien que les réalisations soient immédiates, alors que le temps leur pèse beaucoup. Parce qu'entre le moment où on a une idée, où quelqu'un a une idée, le moment où ça devient l'idée de toute une équipe, et le moment où on va pouvoir réaliser ça avec toutes les contraintes administratives et financières, il s'écoule tellement de temps que certains trouvent qu'on ne va pas assez vite. Je crois que c'est la plus grosse critique que peut porter une équipe municipale à un maire. Ça demande trop de temps. Entre le moment où on a décidé de faire quelque chose et le moment où on inaugure, si on veut, ou le moment où ça fonctionne. Et là, il y a une explication, c'est quoi? Pas assez de décentralisation, pas assez de pouvoir de décision? Je crois qu'il y a plusieurs explications. La première, c'est que, étant donné qu'on n'est pas seul à décider, ça demande plus de temps, forcément, pour que le conseil municipal soit d'accord sur un projet. Ensuite, il y a le montage du dossier, qui est toujours long, parce qu'il y a des techniciens qui interviennent. Il y a l'obtention des subventions, qui est toujours longue, parce que les sessions budgétaires du conseil régional, du conseil général, ne sont pas tous les 3 jours. Et puis, il y a aussi la réalisation, avec toutes les contraintes d'un appel d'offres, d'une mise en place d'un chantier, du contrôle d'un chantier, plus toutes les contraintes administratives strictes au niveau de la sécurité, par exemple. C'est plus long que de construire une clôture autour d'une mairie que de construire une clôture autour de sa maison. Et souvent, l'obtention d'une subvention conditionne quand même la réalisation d'un dossier. Quand on est à 50% de subvention possible, on aime autant perdre un peu de temps plutôt que de payer entièrement la dépense. C'est quand même logique. Plus le contrôle de légalité. Parce qu'il faut savoir quand même que quand une commune décide de réaliser quelque chose, elle a aussi le contrôle de légalité qui pèse sur elle, notamment le contrôle de la sous-préfecture. Et ça, on n'y échappe pas. Alors qu'un particulier peut décider de... Voilà, je crois quelle est la raison qui fait qu'un projet dure longtemps. Ce qui irrite souvent les conseillers municipaux. Ça irrite toujours l'opposition de toute façon, mais ça irrite les conseillers municipaux aussi. Et cela demande des explications importantes. Pour revenir un peu en arrière, vous parliez tout à l'heure des responsabilités. J'aimerais bien plus de détails là-dessus. Les responsabilités du maire? Je crois qu'il n'y a peut-être pas à détailler, le maire est responsable de tout. À partir du moment où on est maire de sa commune, on doit s'assurer de la légalité, on doit s'assurer de la sécurité, on doit s'assurer de tout. Par conséquent, on est responsable de tout. Et quelqu'un qui ne souhaite pas être responsable de tout ne doit pas assumer cette fonction. Par contre, en ce moment, et vous l'avez peut-être vu un peu partout,
on se rend compte qu'être responsable de tout, ça frise la catastrophe. Et le président des maires de France a coutume de dire qu'on est victime souvent du terrorisme des normes. Le mot est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que cela devient un véritable terrorisme, puisque cela débouche sur des interdictions que la population ne comprend pas. Interdire par exemple des jeux à des enfants parce qu'ils ne sont plus tout à fait dans la norme européenne nouvelle et non respectée par certaines communes d'autres pays d'Europe, c'est un peu intolérable pour le concitoyen. Quand on démolit une partie d'une aire de jeu, par exemple, on a parfois un peu de mal à le comprendre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de mettre une association dans un local qui n'est pas complètement aux normes, qui n'est pas complètement en sécurité, et on est responsable de ces choses-là. Ceci étant dit, la responsabilité a ses limites. Mais moi, je dis qu'on est responsable de tout. Et qu'on aimerait bien avoir à nos côtés des gens qui, plutôt que de nous sanctionner, nous aident constamment à nous méfier de ces normes, à les appliquer correctement. Mais quand on sait que parfois, pour 15 cm, 20 cm, une aire de jeu ne sera pas dans la légalité, ça fait drôle quand même. Quand on parcourt d'autres pays d'Europe, on a l'impression que les aires de jeu sont peut-être un petit peu plus tolérées que chez nous. Donc là, ça lasse un peu les maires, il faut reconnaître. Et je peux vous citer un bel exemple en vous lisant un petit texte qu'on nous a remis à la préfecture l'autre jour. Ça s'appelle « Les bruits de voisinage », puisque les maires sont responsables de tout ce qui peut se passer au niveau du bruit dans leur commune. Mais quand vous lisez cette phrase-là, le maire peut aussi imposer par arrêté individuel des prescriptions de nature à faire cesser le trouble, telles que l'obligation de faire dresser son chien ou de le garder dans un lieu clos, éloigné du voisinage. Vous vous rendez bien compte que quand le maire d'une commune va aller demander à quelqu'un de dresser son chien, il va sûrement être très bien reçu. Alors voilà ce que j'appelle un peu les limites de la responsabilité, parce que ça devient presque amusant. Et quelques lignes après, on lit « En cas d'inaction du maire, la victime du bruit a la possibilité de saisir le préfet du département qui peut intervenir pour rappeler au maire ses obligations en matière de tranquillité publique. » Alors vous imaginez, la personne n'est pas contente, on n'a pas fait tout à fait ce qu'il faut, le chien crie toujours, on appelle la préfecture qui rappelle au maire qu'il faut faire cesser les bruits de voisinage. Et comme ces bruits d'aboiement de chien, par exemple, ne sont pas ressentis de la même façon par les uns et par les autres, voilà un exemple simple de la responsabilité du maire où l'administré pourra dire au maire « vous n'avez pas fait votre travail ». Mais alors à la question posée, qui va faire appliquer ce genre de normes, la réponse est vous. Et quelles sont exactement les normes ? On enverra quelqu'un pour mesurer la violence du bruit, éventuellement. Et si l'éventuellement n'est pas suivi des faits, le maire prendra son bâton de pèlerin pour essayer de convaincre l'administré que son chien fait trop de bruit. Ce que l'administré niera, bien entendu, en disant « mais non, il ne fait pas de bruit, mon chien ». Ah oui, un peu l'énergie que l'on peut déployer parfois pour des phénomènes qui, à mon avis, il y a quelques années, se réglaient autour d'un canon sur un coin de table en disant « ton chien fait trop de bruit, tu ne pourrais pas lui en faire un peu moins ». Je crois que ce contact humain qu'il y avait dans les villages et qui évitait aux gens de venir porter plainte, soit à la mairie, soit à la gendarmerie, soit auprès du conciliateur, toutes ces conversations permettaient quand même de régler bien des conflits qui nous tombent dessus maintenant et dont on se passerait bien, quoi. Voilà. Donc on est responsable de tout. Et il faut essayer de gérer au mieux ce quotidien. En sachant que l'opposition, qui est permanente dans une commune, qui ne s'exprime pas que pour les périodes électorales, est très attentive à ces choses-là, est très à l'affût de ces petits conflits qui peuvent arriver. C'est normal, ça fait partie aussi du jeu. C'est parfois un peu lourd à porter, mais je ne serai pas de ceux qui diront je vais arrêter parce qu'il y a trop de responsabilités. Je ne crois pas, il n'y a pas plus de responsabilités qu'avant. Elle s'exprime plus et elle se sanctionne plus en cas de manque. C'est ça sans doute qui est grave. Quel est le véritable pouvoir d'un maire ? Je vous ai dit tout à l'heure à la question responsabilité, il a toutes les responsabilités, je crois qu'il a aussi tous les pouvoirs. À mon avis, il en a trop. Il y a des compartiments notamment où je souhaiterais que le maire ait moins de pouvoir. Je parlerai notamment des permis de construire. Il y a une époque où les maires
n'accordaient pas les permis de construire. C'était des services de fonctionnaires qui les accordaient. Et ça me paraît être des services plus libres qu'un maire qui, lui, est soumis à réélection, est soumis à critique de son opposition, etc. Je pense que des compartiments comme celui-là devraient échapper au maire. Par contre, le maire a les pouvoirs de police énormes, le maire a les pouvoirs, comme je le disais, d'empêcher de construire quelque chose, s'il le souhaite, à condition d'être dans la légalité, bien sûr. Et le maire a les pouvoirs à travers la police municipale, quand il y en a une, à travers son administration, tout pouvoir pour faire respecter la loi. Il a des responsabilités, mais il a aussi des pouvoirs. Par contre, ces pouvoirs sont très encadrés, puisque les administrés peuvent toujours les contester. Et la pire des choses, c'est le maire désavoué sur une décision qu'il a prise, par exemple. Ce pouvoir, il est partagé un peu par l'équipe, par les conseillers ou... Oui, il est très partagé, au moins sur le plan administratif et officiel. C'est-à-dire que chaque adjoint a une délégation. L'un s'occupera par exemple du quotidien, l'autre s'occupera du sport, l'autre s'occupera de la promotion de la ville, etc. C'est-à-dire tout un tas de compartiments qui participent plus de la réflexion que de la gestion vraiment très très quotidienne. Mais ce qu'il faut savoir, de toute façon, c'est qu'à chaque fois, c'est quand même le maire, même si c'est un conseiller municipal ou un adjoint qui a pris la décision, qui sera responsable de ce qui se sera passé. Normal. Alors ça amène un certain nombre d'adjoints ou de conseillers municipaux à demander en permanence, quasiment en permanence, l'avis du maire en lui disant « Bon, qu'est-ce que tu en penses? Je prends cette décision, mais est-ce que tu es d'accord ?» Puisqu'il sait ou elle sait que de toute façon, c'est le maire qui en subira les conséquences si ça ne se passe pas tout à fait comme il faut. Alors je ne vais pas jusqu'à dire que l'adjoint récoltera les lauriers et puis le maire récoltera les orions, mais ça pourrait aller jusque-là dans certains cas. Vous savez, on ne nous félicite jamais pour ce qu'on fait de bien, mais on nous critiquera toujours pour ce qu'on aura fait de mal. Mais si on sait ça et si on l'admet, je crois que la vie est plus facile. Ceci étant dit, il y a des jours où on se lève un petit peu moins sûr de soi que d'autres. On a dit, il faut accepter d'être toujours critiqué finalement, et d'être jamais récompensé pour ce qu'on a fait de bien. C'est pas un peu... Frustrant? Oui. Ou c'est un peu frustrant. Non, mais je crois que, vous savez, c'est souvent quand on a disparu que l'on mesure ce qu'on aura fait de bien. C'est pas spécial maire, ça. Et je crois qu'il faut pas s'attendre à être récompensé, entre guillemets, pour ce que l'on fait. Par contre, à partir du moment où il y a peu de critiques sur un dossier, par exemple, où le dossier passe bien, il faut se satisfaire de ça. Je crois qu'on n'est pas là non plus pour avoir des médailles ou être félicité parce qu'on a réalisé telle ou telle chose. D'autant plus qu'on n'en est jamais ou très rarement le père. On n'a pas forcément eu l'idée soi-même, c'est une idée qui est parfois venue de l'équipe. Et puis je crois qu'il faut savoir se contenter de ce que l'on peut recevoir dans ces cas-là. Par contre, c'est vrai que si les critiques n'emportent sur les satisfactions, il faut peut-être quand même se poser des questions. Et ne pas se dire, comme certains maires le diront, comme certains dirigeants, après tout, moi j'ai été nommé, j'ai été élu, c'est moi qui dirige pendant 6 ans, et puis je fais ce que je veux, et puis on verra bien après. Je crois que non. Alors ça, c'est pas toujours facile non plus à expliquer à un élu qui dira, lui, on est élu pour ça, on fait cela. Il aura peut-être tendance à dire, oui, mais vous êtes en train de ménager la chèvre et le chou, vous êtes en train de tenir compte d'une minorité. Moi, je crois que les minorités sont des minorités, c'est sûr, au moment d'une élection, au moment d'un vote, mais ce sont des catégories qu'on doit écouter, au moins. Parce que si elles ont raison, ça peut faire changer quand même les choses. Non, puis je crois qu'il ne faut pas faire ce métier ou cette activité en se disant qu'on va être tout le temps récompensé. Ce serait trop prétentieux d'abord, et pas très raisonnable. C'est quoi un bon maire? Un bon maire, moi je crois que c'est celui qui sait gérer tranquillement avec son équipe une mandature et qui saura se retirer avec la satisfaction du devoir accompli. C'est pas quelqu'un qui laissera son nom sur les murs partout comme étant l'initiative d'une maison de retraite ou d'une école ou d'autre chose. Un bon maire, c'est celui qui sera très présent, travaillera au quotidien, saura écouter et saura surtout tenir les promesses qu'il a faites avec son équipe au moment de la campagne électorale. Puis c'est sans doute aussi quelqu'un qu'on oubliera aussi vite qu'on l'aura considéré.
Mais c'est vrai que si on laisse quelque chose derrière soi et qu'il y ait une satisfaction, on sera content. Et être un bon maire, c'est aussi un petit peu savoir s'en aller. Moi, je crois que c'est la chose la plus difficile, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a commencé une vie publique de ce type-là, avec des élections qui jalonnent cette vie publique, on a certainement un peu de mal à s'en aller, parce qu'on devient forcément un tout petit peu prétentieux en disant quand je vais être parti, qu'est-ce qui va se passer? Ça, il faut savoir essayer de l'oublier. Et puis parce qu'on a tendance à penser que, eh bien, on aimerait bien continuer. Mais je crois que bien savoir s'arrêter en ayant prévu une succession éventuelle, d'ailleurs, avec des gens qui ont un peu les mêmes idées que nous sur le plan général, ça me paraît être une bonne chose. Donc c'est une préoccupation que j'ai aussi, parce que quand on a fait 6 mandats, dont 2 de conseiller municipal, 2 d'adjoint et 2 de maire, je pense qu'on arrive quand même au terme de sa vie publique. Et puis 6 x 6, ça fait 36, ça fait un certain nombre d'années qu'on ajoute à celles qu'on avait à ce moment-là, et ça fait forcément un âge auquel on doit prendre aussi une retraite. Ceci étant dit, c'est difficile. C'est difficile. Et préparer quelqu'un, c'est aussi la mission du maire. Pas forcément préparer quelqu'un, mais au moins préparer la succession sur le plan philosophique, si vous voulez, avec des gens qui pensent comme vous sur un certain nombre de choses, qui ont envie de faire avancer le village ou la ville dans les mêmes conditions. Il faut préparer plutôt un vivier qu'une personne, parce que je crois que ce ne serait pas raisonnable de dire dès le début c'est un tel qui succédera. Par contre, qu'un certain nombre de personnes se tiennent prêtes à succéder au maire, qui peut disparaître du jour au lendemain d'ailleurs, ben ça me paraît important. Et je crois qu'il est important d'avoir dans ce vivier des gens d'une autre génération, parce que si vous prenez quelqu'un du même âge que vous, il sera sans doute atteint par les mêmes limites, au moins au niveau de l'âge de la retraite, et ce ne serait pas très raisonnable. Mais désigner son successeur comme le roi désignait son fils, c'est pas très raisonnable. Mais ça, moi, ça fait partie un petit peu de ma mission. J'aimerais qu'un certain nombre de dossiers enclenchés, dont on sait qu'ils ne se termineront pas aussi vite que cela, mais enclenchés au niveau du principe, puissent être menés à bien par des gens qui y croient et qui les ont étudiés avec moi en son temps. Ça me paraît important et intéressant. Est-ce que ça nécessite une formation d'être maire? Et sinon, comment on pourrait l'imaginer? Ou comment elle se pratique? C'est quoi? C'est l'expérience qui fait le plus? Alors, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de formation de maire a priori. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'école de maire pour ensuite se présenter. Je crois que la formation est importante. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, être conseiller municipal pendant au moins un mandat me paraît être une bonne préparation à la fonction d'adjoint ou de maire. Mon parcours personnel, par exemple, conseiller municipal, puis adjoint, puis maire, me paraît être un bon parcours. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut nécessairement avoir une formation particulière. Il faut, par contre, qu'on mette en place au niveau national une formation dès que la personne est élue. Là, ça me paraît indispensable. Au moins pour ceux qui vont se trouver propulsés maires sans avoir eu un parcours de conseiller municipal. Donc pour l'instant, il n'y a pas de formation institutionnelle, mais c'est vrai que ma fonction de chef d'établissement, par contre, m'avait préparé au moins à la technique de réunion, au moins à l'écoute, au moins à la préparation d'un dossier, au moins à la rédaction d'un discours, au moins à des choses comme ça, qui sont quand même les activités primaires d'un maire. Ça fait partie du quotidien, si on n'a pas parlé, mais le côté administratif, on a l'impression qu'il ne pèse pas du tout avec vous. C'est pas du tout une préoccupation. Moi, je suis pas très surchargé par le côté administratif parce que j'ai eu une pratique administrative importante. J'étais habitué à avoir un ministre, à avoir un recteur, à avoir un inspecteur d'académie, à avoir des comptes à rendre, à avoir des rapports à faire, à avoir des lois à faire respecter, des textes à faire respecter. Et puis on a dans les communes quand même, et notamment à Nolay, un secrétaire de mairie qui doit être apte à nous aider avec le percepteur, sur le côté administratif et financier, et puis la sous-préfecture, qui est aussi un conseil et un tuteur. Donc non, l'administration, il ne faut pas en avoir trop peur quand même. D'autant plus que l'administration, quand on est sur le terrain, c'est pas très bien ce que je vais dire, mais quand même, ça se contourne aussi de temps en temps. Hein. Si on est obligé de respecter tous les textes, je crois qu'on aurait quand même des contraintes importantes qui friseraient le terrorisme, comme je disais tout à l'heure, à propos du terrorisme des normes. Ceci étant dit, soyez rassurés, on respecte à Nolay scrupuleusement les textes que l'on reçoit. Même si on n'a pas envie de les respecter parfois.
Non, ce n'est pas une contrainte terrible. Je crois qu'il ne faut pas la voir comme un obstacle au travail. Sinon, on ne dort plus et on ne travaille plus. Ça veut dire, pour finir là-dessus, on peut être maire même sans avoir jamais participé au conseil municipal. Est-ce que c'est bien raisonnable quand même? Je ne crois pas. Moi, pour certaines communes, et notamment des communes de la dimension de la nôtre, plus de 1500 habitants, chef-lieu de canton, je pense que ce n'est pas très raisonnable. Je crois vraiment qu'une pratique municipale, au départ, est une formation indispensable. Mais on sait bien que des gens arrivent à la fonction de maire sans formation et qu'ils font de bons maires, à mon avis. Hein. Et leur formation professionnelle peut peut-être les y aider également. Mais simplement le budget d'une commune, quelle que soit la formation qu'on a reçue, je crois qu'il faut bien un mandat, c'est-à-dire 6 budgets et 6 comptes administratifs pour savoir ce que c'est qu'un budget, ce que c'est qu'un compte administratif, comment ça fonctionne. J'ai coutume de dire aux gens, n'ayez pas honte de ne pas bien savoir, au bout d'un certain nombre d'années, ce que c'est qu'un budget. Ce serait très prétentieux de savoir dès le départ ce qu'est un budget. Mais moi, par exemple, je gérais le budget d'un collège qui ressemble beaucoup au budget d'une commune. Ça m'a aidé dans la compréhension du budget. Mais je peux vous affirmer que de 65 à 71, le budget, pour moi, c'était quand même quelque chose de très confus et de très obtus. Et que j'ai bien eu besoin de cette pratique municipale pour me sentir à l'aise. C'est peut-être un peu pour ça aussi que je me sens pas du tout contraint par l'administration, parce que j'avais quand même une pratique. Et j'ai une pratique municipale. Et puis je crois que la fonction de conseiller municipal doit être la fonction de base de tout homme politique. Moi, je suis même très attaché au non-cumul de mandats, mais je pense que tout individu qui veut faire de la politique dans un pays comme le nôtre doit au moins être passé devant les urnes de sa commune et au moins être conseiller municipal. Donc ça veut dire pas de maire parachuté dans les communes, par exemple. Ça vous semble pas... On ne l'évitera pas parce qu'il y a des gens qui veulent faire des carrières politiques et qu'il faut bien qu'ils commencent par quelque chose. Mais je pense qu'il faut avoir de la modestie et quand on est dans une commune, il faut d'abord être conseiller municipal sans prétention avant d'eux. Et puis le parachutage, non, moi je n'y crois pas trop quand même. Mais vous savez, quand on pense que je suis considéré comme un parachuté à Nolay parce que ça fait moins de 40 ans ou moins de 50 ans, on va dire, c'est-à-dire forcément moins de 2 ou 3 générations, comme disent certains, que je suis à Nolay, ça fait quand même un petit peu drôle. Je pense que ce n'est pas indispensable d'être né natif, comme on dit parfois, d'avoir son grand-père ou ses grands-pères dans le même village pour être forcément admis à s'occuper d'une commune. Oui, non, je ne pensais pas ça. Je pensais à celui qui est amené pour les élections, posé ici, qui n'habite pas dans la commune. Non, moi, j'aime pas trop ça. Je crois que ces gens-là ont tous un point d'attache, et bien qu'ils fassent leurs preuves dans la commune dans laquelle ils habitent, même si c'est un petit peu moins facile d'y être élu qu'ailleurs. Je ne crois pas trop à ces fonctions politiques qui font que la politique s'est beaucoup discréditée auprès des citoyens quand elle est devenue un véritable métier pour gagner de l'argent, pour exister. Moi, ça ne me paraît pas sérieux. La politique, ça ne doit pas être un métier? Non, je ne crois pas, franchement. Franchement, je ne pense pas, parce que c'est un petit peu comme tout. Je crois qu'à partir du moment où on ne fait que quelque chose et qu'on ne pense que dans ce cadre étroit, on est mauvais. Prenons mon exemple, un enseignant, à mon avis, qui n'est qu'enseignant et qui ne pense qu'à ça et qui ne vit que dans l'école, qui habite à l'école, qui campe au GCU, qui achète à la CAMIF, etc., comme on a coutume de le dire sous forme caricaturale, n'aura pas l'ouverture d'esprit nécessaire pour faire un bon enseignant. De la même façon, en politique, je crois que celui qui n'est plus que politique, de sa sortie de l'ENA jusqu'à sa mort, n'est pas un mot politique. Ayons tous un métier que l'on peut pratiquer avec des conditions de fonctionnement de notre vie politique correctes, mais gardons un compartiment complètement différent de notre vie politique, avec même des responsabilités importantes dans d'autres domaines. Mais attention, là encore, au cumul des mandats. On ne peut pas tout faire. Et quelqu'un qui sera chef d'entreprise, maire, conseiller général, député, ne paraîtra pas un bon citoyen. Alors, si on faisait un portrait robot du maire type, du bon maire type, avec ses qualités, ça serait quoi? Bon, difficile à dire, parce que je ne voudrais pas être prétentieux. Moi, je ne connais que la fonction de maire d'une commune de 1500 habitants.
Et je ne parlerai que de celle-là, si vous voulez. 1500 habitants, c'est-à-dire pas assez gros pour être géré comme une commune importante et pas assez petit pour être géré avec 1 heure ou 2 par semaine. Quand on est maire d'une commune comme cela, il faut, à mon avis, pouvoir l'être à mi-temps, c'est-à-dire avoir une fonction qui permet financièrement et intellectuellement d'être maire à mi-temps et de faire autre chose à mi-temps. Il faut être très attentif au travail de l'équipe, il faut être très attentif au quotidien de ses concitoyens, et puis il faut surtout essayer de ne pas être trop prétentieux en pensant au bout d'un certain temps qu'on est le seul à savoir, le seul à pouvoir et le seul à devoir, même j'ai envie de dire. Donc le maire d'une commune de 1500 habitants me paraît être le maire que je viens de définir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité, surtout, en se disant que ce qu'on vient de faire est bien, sans doute, mais qu'une certaine partie de la population le jugera mal, et puis que peut-être ça ne passera pas la barrière du temps et que ce serait quand même dommage. Donc toujours réfléchir, est-ce qu'on a bien fait ce qu'on a fait? Et votre bilan personnel après 6 mandats, je ne parle pas des réalisations et tout ça, mais quand vous regardez un peu ces 6 mandats-là que vous avez passés au service de la collectivité, ça vous a apporté quelque chose, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est quoi votre bilan? Vous dites quoi quand vous regardez un peu en arrière? Quand je regarde un petit peu en arrière, je dis que si c'était à recommencer, je le recommencerais sans doute. Le petit regret, c'est de ne pas avoir pu convaincre une partie de la population du secteur que j'aurais peut-être pu avoir une autre responsabilité politique à un moment ou à un autre. Ceci étant dit, moi je suis content d'avoir vécu avec des gens intéressants autour de moi, que ce soit dans l'équipe municipale, dans les services de la commune, et puis avoir eu des contacts extrêmement chaleureux avec une bonne partie de la population, et puis extrêmement intéressant également avec tous les services extérieurs, toutes les administrations extérieures, toutes les collectivités territoriales avec lesquelles j'ai travaillé. Moi, j'ai trouvé un équilibre. J'ai eu la chance d'avoir une vie de famille riche, d'avoir une vie professionnelle en tant qu'enseignant extrêmement riche. La vie politique m'a apporté un 3e volet qui me plaisait bien. Donc, mon bilan, moi, je le dis positif, sinon, je peux vous affirmer que je ne serais plus là, et depuis longtemps. Si à un moment ou à un autre, ça avait cessé de m'intéresser, je ne serais plus là. Mais j'aimerais que d'autres que moi puissent faire mon bilan pour pouvoir comparer avec ce que j'ai ressenti. Avec parfois de la lassitude, c'est vrai, parfois même un peu d'écœurement quand on fait quelque chose, qu'on y met tout son cœur et qu'on est critiqué de façon institutionnelle, parce que c'est normal d'être critiqué parce qu'on n'est pas tout à fait dans la ligne du moment, ça fait un peu mal. Mais bon, il y a bien d'autres choses qui font mal dans la vie et qu'il faut bien supporter. Je crois que ça m'a aidé à vivre aussi ce compartiment de ma vie. Prêt pour un 7e mandat? Je serai aux côtés de mes collègues pour conduire une liste en 2001, ça c'est clair. Et puis ensuite, même fois, comme vous le savez, ce n'est pas l'individu qui décide s'il sera maire, c'est une équipe qui le décide. Donc on verra ça ensemble. Mais bon, la notion d'équipe est de plus en plus forte chez nous et je crois que, bon, si je suis un peu le père, peut-être même le grand-père dans un peu de temps de toute l'équipe, mon Dieu, si ça sert à quelque chose, c'est bien. Donc si la question est « serez-vous candidat en 2001 ?» la réponse est oui. Candidat à la mairie, bon, la réponse est toujours réservée parce que c'est normal, hein, c'est ça aussi la démocratie. On n'a pas présenté Nolay, voilà. Oui, on n'a pas présenté. Alors Nolay, qu'est-ce que c'est Nolay? Nolay, c'est une petite ville. Certains disent c'est un village, d'autres disent c'est une ville, d'autres disent c'est une petite ville. Moi, j'ai coutume de dire que c'est un centre-bourg extrêmement intéressant parce qu'il est extrêmement riche de par sa diversité. Quand on regarde sur le plan économique, vous avez des commerçants, vous avez des artisans, vous avez des industriels, vous avez des cultivateurs, vous avez des viticulteurs, vous avez des fonctionnaires. Il a l'attrait du chef-lieu de canton aussi de plus de 1000 habitants, avec ses services administratifs importants qu'on défend bec et ongle. Alors ça aussi, c'est un de mes credos, une de mes chartes, si vous voulez. Nolay doit conserver sa poste, Nolay doit conserver sa perception, Nolay doit conserver son école élémentaire, son école maternelle, son collège,
Nolay doit conserver sa maison de retraite, sa gendarmerie, etc. etc. Même si tous ces services-là travaillent avec d'autres communes, je crois qu'on doit être capable, là c'est une des missions du maire rural, de prouver à qui veut nous entendre, parce que les gens ne nous entendent pas trop, qu'il est indispensable d'avoir toute cette richesse économique et administrative dans un chef-lieu de canton. Donc Nolay, c'est ça. Nolay, c'est une ville historique. Les Halles et la famille Carnot font de Nolay une page d'histoire. C'est important. Et puis Nolay, c'est, sur le plan géographique, un endroit extrêmement intéressant au sein de la Bourgogne, avec notamment le mariage du vin et des autres activités. Puis Nolay, j'espère, sera, dans quelques années, le centre d'un pays ou d'une collectivité qui sera un petit peu plus grosse et qui gérera avec les autres communes tout un tas de domaines qui ne peuvent plus, à mon avis, être gérés en individuel dans une commune. Je parle de la culture, je parle de l'enseignement, je parle de l'assainissement, je parle du patrimoine, de l'environnement. Tous ces grands domaines doivent forcément, à un moment ou à un autre, si on ne veut pas que l'économie d'un secteur disparaisse, être gérés un petit peu plus collectivement. Alors Nolay sera le centre ou pas le centre, le problème n'est pas vraiment là. Si c'est une petite collectivité, bon, Nolay, par son importance, peut être le centre. Si c'est une plus grande collectivité comme un pays, Nolay peut y participer avec ses atouts.